aussi, qui est une traduction elle-même de traduction, et dans des théories qui sont aussi des tentatives de traduire ça. Donc nous avons la perception, le langage, les mots, les théories, les idées. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à ce moment-là à un noyau qu'on peut appeler paradigmatique. Moi, j'ai pris ce mot, popularisé par Kuhn, dans le sens où il a été utilisé par Jacobson dans sa linguistique, mais en l'élargissant au-delà de la linguistique. C'est-à-dire, il y a un niveau paradigmatique qui est le niveau de la sélection des mots pour le langage, et le niveau syntagmatique qui est la chaîne continue des mots qui ont été choisis. C'est-à-dire, le niveau paradigmatique, c'est le niveau, en quelque sorte, où se décide à un moment donné la parole, l'idée, la connaissance. Or, il m'a semblé, dans le travail sur la complexité, que nous vivions sous la domination d'un paradigme de réduction et de disjonction. C'est-à-dire que notre connaissance fonctionne sur le fait qu'elle sépare les choses les unes des autres, bien entendu avec peut-être l'idée qu'il faut faire un moment une synthèse, là, c'est pas prévu, et ou bien de la réduction, c'est-à-dire qu'un tout ne peut être connu qu'à partir de ces éléments et de base. Donc, si vous voulez, ce principe fait qu'on ignore tout ce qui est les émergences, c'est-à-dire qu'un système composé d'éléments divers produit des qualités nouvelles qui n'existent pas dans les éléments, et existe aussi le problème que, effectivement, tous les objets, sauf les objets microphysiques, sont des systèmes, c'est-à-dire à commencer par les atomes, les molécules, jusqu'aux humains. Donc, le problème est très important, puisque c'est le cœur où se décide la connaissance, et que si on pouvait imposer plutôt parce que ce paradigme domine les esprits de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas conçu, hein, il pèse sans être jamais reconnu. Alors que si on fait un paradigme de complexité, il devient conscient et reconnu pour lutter contre les vices de ce paradigme. Et bien entendu, c'est un paradigme de reliance et de distinction, bien entendu. Alors donc, ça, c'est là où se joue aujourd'hui, tout le temps, le sens que prendra les connaissances, et à ce moment-là, justement, les théories, les idées, elles-mêmes pourront se développer sous cette domination, sous ce contrôle inconscient. Je vais ajouter une chose qui est ici une parenthèse assez intéressante quand même, et qui fait partie de la connaissance, c'est de savoir comment les idées, et pas seulement les idées, mais les mythes, les personnages mythologiques et surtout les dieux vont, produites par évidemment une communauté d'esprits humains, vont s'émanciper de cette communauté, les dominer, les écraser par leurs ordres et leur demande d'être adorés et suppliés, et les sacrifices qu'ils vont demander. C'est-à-dire comment nous réussissons à créer des entités réelles pour nous, bien que totalement mythologiques, nourries totalement de notre esprit, qui vont nous écraser et nous dominer. Et ce qui est vrai des dieux est vrai aussi des grandes idéologies, que ce soit le nazisme, le communisme, etc. C'est ce pouvoir d'autonomisation des idées qui m'a semblé extrêmement important. En ce qui concerne aussi les théories, 2 mots seulement, c'est important de penser comment est-ce qu'une théorie devient dogmatique. Alors, une théorie
Une théorie scientifique, justement, en principe, c'est une théorie ouverte à la réfutation. Popper l'a dit, c'est absolument évident, c'est-à-dire qu'il est capable soit de s'améliorer en intégrant des objections ou des éléments nouveaux, soit se métamorphoser en une nouvelle théorie plus riche, soit s'autodétruire parce qu'elle est totalement démentie. Par contre, une théorie fermée devient un dogme et rejette comme un insane toute réfutation. Il est vrai que cette tendance au dogmatisme existe aussi dans le milieu scientifique, où en dépit du fait qu'on sait que les théories sont critiquables, etc., les théories admises par notamment l'élite scientifique, une fois qu'elles sont contredites, il y a une résistance énorme. C'est ce qui est arrivé sans arrêt depuis Pasteur jusqu'à Montagnier, pour le synapse, Einstein, etc. Alors, ça c'est aussi une chose très intéressante. Alors maintenant, toutes ces perceptions, toutes ces théories, hein, ils viennent de quoi? Ils viennent de l'esprit humain, c'est-à-dire de l'humanité. C'est-à-dire que ça pose la question, quelles sont les possibilités et les limites de l'esprit humain? On est renvoyé à ce moment-là, tout ceci nous renvoie à savoir jusqu'où. Donc il faut examiner. Alors, ça justifie tout ce qu'on peut aujourd'hui, on appelle les neurosciences, deviennent justifiées si on les intègre dans une boucle épistémologique. Si elles deviennent au contraire dogmatiques en disant tout se réduit à des contacts entre synapses, c'est pas intéressant. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant d'intégrer tout aujourd'hui, disons, les sciences cognitives en tant que sciences qui nous disent qu'est-ce que nous pouvons en tant qu'être humain, avec ce cerveau évidemment extrêmement complexe, quelles sont les limites de la rationalité, quelles sont les limites de la pensée, etc. Donc, on est obligé d'avoir l'anthropologie. D'où la vérité de cette parole kantienne, de Kant, qui disait que puis-je savoir, que puis-je croire, ce que j'espérais. Pour répondre à cette question, il faut savoir ce que c'est que l'homme. Donc, côté capital, l'anthropologie, dans le sens large que je dis, c'est pas seulement cette science, cette connaissance de l'homme, c'est aussi un élément capital pour la connaissance de la connaissance, pour connaître nos capacités, pour interroger nos mythes, etc. Et alors, si vous avez ceci, vous savez que toute connaissance est située historiquement et socialement, c'est-à-dire il n'y a pas seulement l'esprit humain, il y a effectivement, disons, la société et l'histoire. Et vous savez, il y a toute une tendance très intéressante de sociologie de la connaissance qui essaie de nous dire que, et qui dans certains excès disent que même la connaissance scientifique, elle n'est pas universelle, puisque elle-même, elle dépend d'une situation, de la culture à un moment donné. Donc c'est très intéressant de réfléchir sur la part socio-historique qui pèse sur les connaissances. Et donc, nous voyons à ce moment-là que la boucle épistémologique de la connaissance de la connaissance, de la connaissance, c'est quelque chose qui relie tout ça, c'est le cercle permanent et éternel. Alors, c'est le contraire de l'épistémologie classique, parce que l'épistémologie classique, c'est un trône sur lequel l'épistémologue est assis comme propriétaire de la vraie rationalité et qui va juger de la validité des théories. Alors que là, vous êtes toujours rendu à recommencer, il y a toujours une incertitude, une inconnue, mais vous ne voulez pas échapper à ce cercle épistémologique. Voilà. Donc, si vous voulez, la connaissance de la connaissance va mobiliser tous les autres types de connaissances, mais d'une façon orientée pour mieux connaître ce qu'on est très bien.
écrivez. Oui, question, remarque, critique. Et dans... Vous avez rajouté Juste, Est-ce que MEE, là-haut, c'était monde extérieur. monde extérieur. Oui, Après, en dessous, c'était la perception. perception. La perception, le sens. Bien entendu, perception visuelle dominante pour nous. Voilà. Mais, enfin, il y a l'audition, le toucher, tout ce que vous voulez. tous les sens. D'accord. Et dans la partie gauche, qui est l'anthropologie, Hein? à gauche, dans l'anthropologie, Oui. il y a l'importance de se connaître en tant qu'homme avec un grand H. Oui. Et vous y mettez aussi l'importance de se connaître soi Oui. avec un tout petit ego qui voit la réalité de façon transformée par... C'est vrai. Là, j'ai oublié de le dire, mais c'est un point capital qui est il ne peut pas y avoir de connaissance du monde extérieur sans y intégrer l'autoconnaissance, la connaissance de soi, n'est-ce pas? C'est qui elle-même, nous le savons, se projette ses capacités, projette sa logique, projette ses structures sur le monde. C'est-à-dire, une connaissance, évidemment, je ne l'ai pas dit parce que c'était, disons, sous-entendu tellement évident, encore que cette évidence contredise le postulat dit d'objectivité, où l'on croit que l'objectivité, c'est une fois les connaissances acquises, vérifiées, confirmées par des observations, par des expériences, ce qui est vrai, mais on oublie dans tout ceci la part que l'esprit humain y apporte, et aussi, disons, la part de déformation ou de limitation que cela apporte. C'est-à-dire que l'autoconnaissance s'y applique aussi l'auto-examen, l'autocritique, fait partie effectivement de cette connaissance de la connaissance. Et d'ailleurs, il y avait, comment on appelle ça, cette école de sociologie très intéressante, où les chercheurs qui s'interrogeaient sur un phénomène social ne cessaient de s'interroger eux-mêmes sur ce qu'ils faisaient sur leur recherche. Ce que j'ai fait moi-même quand j'étais chercheur, quand j'ai fait mon travail sur Plauzevet, quotidiennement avec mon équipe, on se réunissait pour réfléchir sur ce qu'on faisait et pour déterminer une stratégie pour les jours suivants. D'ailleurs, même dans le film de Chronique d'un été que j'ai fait avec Jean Rouch, il y a toute une partie qui a été supprimée de la version commerciale, où sans arrêt, Rouch et moi, nous revenons aux différents épisodes en disant qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on va faire ceci, ceci. C'est-à-dire, alors que disons, dans la sociologie classique, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord une enquête pilote, on fait un questionnaire, on fait un programme, et une fois qu'on fait le programme, on le suit. Alors que là, la connaissance, c'est une stratégie qui peut se transformer, se réinventer, etc. Là aussi, c'est un point capital. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là, qui en général sont occultées, ne sont pas présentes, deviennent absolument indispensables à la pensée complexe. Jean-Louis m'avait transmis le schéma la photo qu'il avait prise d'un schéma, alors je ne sais plus à quelle occasion. Oui, à peu près le même. Mais ouais, ça ressemblait. Alors, un peu improvisé, mais... Je me souvenais que sur ce schéma, à un moment donné, apparaissait la noologie. Oui. Alors, oui. est-ce que tu la mets dans ce que tu as dit au niveau des idées? Alors, la noologie, je l'ai simplement nommée comme parenthèse en disant qu'à un moment donné, les choses de l'esprit prennent une sorte d'autonomie relative, autonomie nourrie par nous, et donc, à ce moment-là, elles peuvent prendre même un pouvoir sur nous. Donc, si tu veux, cette noologie, on peut la faire sortir d'une nouvelle boucle entre l'esprit humain et la société. D'accord. Parce que c'est ça. Ouais, parce que dans le fond, disons, un Dieu vit tant qu'il y a des communautés de croyants qui adorent ce Dieu.
Mais si cette communauté disparaît, le Dieu meurt. C'est ce qui est arrivé à Osiris, c'est ce qui est arrivé à Baal, c'est ce qui est arrivé aux dieux mésopotamiens, aux dieux assyriens, à tous les dieux de l'Antiquité. Ils sont morts. Zeus est mort, ça. Mais évidemment, nous ici, nous avons des dieux qui continuent leur existence, bien sûr. Mais ils sont mortels. Ils sont comme nous, c'est ça. Les immortels sont mortels. Donc c'est assez intéressant de voir cet aspect des choses. Bien, merci pour cet éclairage passionnant, donc qui nous invite à méditer, du moins à garder ça en arrière-plan des choses que nous ferons ensemble. Oui, on va développer tout ça. Il faudra garder ça à l'esprit. Mais dans le fond, dans la méthode, j'ai les 2 volumes, la connaissance et les idées, qui auraient dû être un seul volume, mais en fait, ça aurait fait un volume trop gros, trop énorme, trop de temps, et je l'ai arbitrairement coupé en 2. Mais ça, c'est arbitraire. C'est un tout. Les idées, la vie des idées, l'anologie, ça fait partie de